Ma femme m'a mis à la porte à 2 heures du matin pour avoir cru au mensonge de sa fille. Si tu comptes te disputer avec ma fille, ne remets plus les pieds dans cette maison, m'a-t-elle dit. Elle s'attendait à ce que je rentre pour revenir. Quand elle est revenue me chercher, pensant que je serais repentant, je lui ai montré quelque chose qui l'a laissé sans voix. Il est 2 heures du matin et je suis réveillé dans ma voiture. J'ai 3 sacs poubelles remplis de mes vêtements sur la banquette arrière. C'est ainsi que mon mariage de 11 ans s'est terminé. C'est ainsi que j'ai perdu la petite fille que je croyais être ma fille. Je m'appelle Manuel et il y a 6 heures encore, j'avais une vie normale, une maison, une femme, une belle fille que j'ai élevée comme si elle était la mienne. Maintenant, je n'ai que ça, une voiture et le sentiment que mon monde s'est effondré en quelques minutes. Tout a commencé avec Emma. Je l'ai connue quand elle avait 5 ans. C'était une petite fille timide qui se cachait derrière sa mère, Sarah, la première fois que nous nous sommes vus. Son père s'était volatilisé quand elle avait 3 ans. Sarah l'élevait seule tout en enchaînant les gardes en tant qu'infirmière. Je me souviens de la première fois qu'Emma m'a appelé papa. Elle avait 8 ans. Je lui apprenais à faire du vélo et elle s'est écorché le genou. Elle a couru vers moi en pleurant et a crié « Papa, aide-moi ». Sarah s'est mise à pleurer sur le champ. Ce jour-là, j'ai su que j'avais trouvé ma famille. Pendant des années, j'ai été le seul père qu'Emma ait connu. J'allais au spectacle de l'école. Je lui ai appris à conduire. Je restais éveillé quand elle faisait des cauchemars. Sarah travaillait tellement que, bien souvent, nous n'étions qu'Emma et moi à la maison, à regarder des films et à faire les devoirs. Mais tout a changé quand Emma a eu 16 ans, l'année dernière. Son père biologique, Marc, a refait surface après 13 ans. Sorti de nulle part, il a commencé à envoyer des messages et des cadeaux coûteux. Emma s'est mise à parler de lui tout le temps, comme s'il était un héros. C'est là que les problèmes avec moi ont commencé. Soudain, tout ce que je faisais était mal. Si je lui demandais de ranger sa chambre, c'était parce que je la traitais comme une servante. Si je lui fixais des horaires, c'était parce que j'étais contrôlant. Sarah la défendait toujours. Ce n'est que l'adolescence, Manuel. Ça lui passera. Mais je savais que c'était autre chose. Emma avait commencé à inventer des conflits. Elle disait à sa mère que je lui avais crié dessus alors que je n'avais même pas haussé la voix, que je l'avais maltraitée alors que je lui demandais simplement de baisser la musique. Sarah la croyait toujours. Cette nuit-là fut différente. Emma est rentrée à la maison à 23 heures, complètement ivre. Elle avait les yeux rouges, sentait l'alcool et pouvait à peine marcher. Sarah était de garde de nuit à l'hôpital, donc nous n'étions qu'elle et moi. Je l'ai confrontée dans le salon. J'étais inquiet. Sérieusement, Emma a 17 ans et elle rentre ivre un mardi soir. En tant qu'homme qui l'a élevée pendant 12 ans, j'avais le droit de m'inquiéter. Emma, tu m'inquiètes, lui ai-je dit en lui touchant doucement l'épaule. On en reparlera demain, quand tu auras des cuvées. Elle s'est dégagée comme si je l'avais brûlée, en criant « Ne me touche pas », avec une rage que je n'avais jamais vue. Elle a monté les escaliers en courant et en claquant les portes. Je suis resté là, debout, sans rien comprendre. 2 heures plus tard, Sarah est rentrée de l'hôpital et m'a réveillé en hurlant comme une folle. Emma était allée la voir en pleurant pour lui raconter que je l'avais acculée contre le mur, que je l'avais touchée à la poitrine, que je lui avais dit des choses bizarres, que j'avais essayé d'abuser d'elle. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. Sarah était hystérique, criant au sujet de prédateurs et de signes qu'elle avait ignorés. Emma était derrière, pleurant, jouant cette comédie parfaite que, je le comprends maintenant, elle avait dû répéter. Peu importe que je lui ai expliqué ce qui s'était réellement passé. Peu importe que je lui ai dit que je n'avais fait que lui toucher l'épaule. Peu importe que je lui ai rappelé les 12 années que j'avais consacrées à élever cette fille. Je ne vais pas permettre à un prédateur de vivre sous le même toit que ma fille, m'a-t-elle hurlé. Sarah, tu pars maintenant ou j'appelle la police? Alors me voilà, à emballer ma vie dans des sacs poubelles pendant que les voisins sont réveillés par les cris. Emma me regardait depuis le haut des escaliers avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était ni de la douleur, ni de la peur, mais de la pure satisfaction. Maintenant je comprends que ce n'était pas un hasard. Elle avait tout planifié. Sarah s'attendait à ce que je rentre pour revenir en demandant pardon, que je supplie pour une seconde chance, que je m'humilie devant Emma pour qu'elle me laisse revenir. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. L'hôtel où je suis est un trou à rats. $60 la nuit et ça sent le tabac froid.
Mais c'est tout ce que je peux me permettre car Sarah a bloqué tous nos comptes communs. Je n'ai accès qu'à ma carte de crédit personnelle. Les premiers jours, je ne pouvais même pas manger. Je restais au lit, à regarder le plafond, en essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. J'ai appelé le travail pour me déclarer malade. Je ne pouvais même pas expliquer ce qui s'était passé sans que ma voix ne se brise. Sarah m'envoyait des messages tout le temps. Ce n'était pas par inquiétude, mais avec un air de supériorité. J'espère que tu réfléchis à ce que tu as fait, Manuel. Emma est dévastée. Quand tu seras prêt à t'excuser, nous pourrons parler. M'excuser, de quoi? D'avoir touché l'épaule d'une fille que j'ai élevée comme ma propre fille parce que j'étais inquiet pour elle. Mais le pire, c'était l'isolement. Sarah avait commencé à raconter sa version à tous nos amis. Ma belle-sœur m'a appelé pour me hurler que j'étais un porc. Les voisins me regardaient bizarrement quand je passais à la maison pour chercher d'autres vêtements. Au travail, certains collègues ont commencé à m'éviter. La rumeur se propageait comme une traînée de poudre. Manuel a touché sa belle-fille. Manuel est un agresseur. Manuel m'a toujours semblé bizarre. Une nuit, j'étais si désespéré que j'ai sérieusement envisagé de faire ce que Sarah attendait, aller à la maison, m'agenouiller devant Emma et lui demander pardon pour quelque chose que je n'avais pas fait. Lui dire que j'avais mal interprété la situation, que j'étais ivre, n'importe quel mensonge qui me permettrait de rentrer à la maison. J'ai composé le numéro de Sarah 3 fois cette nuit-là. Les 3 fois, j'ai raccroché avant que ça ne sonne. Je suis resté éveillé à me souvenir de choses que je n'avais pas voulu voir auparavant, comme quand Emma avait 15 ans et m'avait accusé de lui avoir crié dessus devant ses amis alors que je lui avais seulement demandé de baisser la musique. Sarah m'avait forcé à m'excuser auprès d'elle devant les filles. Ou quand Emma avait dit à Sarah que je l'avais mise mal à l'aise parce que je l'avais interrogée sur un garçon avec qui elle sortait. Sarah m'avait sermonné pendant 1 heure sur le respect de sa vie privée. Il y avait toujours quelque chose. C'était toujours moi qui avais tort. C'était toujours Emma la victime innocente. Mais il y avait aussi de bons souvenirs, et cela faisait encore plus mal. Emma a 6 ans me disant que j'étais le meilleur papa du monde. Emma a 10 ans me demandant de l'accompagner pour acheter son premier soutien-gorge parce qu'elle avait honte d'y aller avec Sarah. Emma a 14 ans pleurant dans mes bras quand sa grand-mère est morte. Cette fille m'avait aimé à un moment donné. Elle m'avait vraiment aimé. Que s'était-il passé? Le 10e jour, Sarah m'a envoyé un message différent. J'ai parlé avec Emma. Elle est prête à te pardonner si tu reconnais ce que tu as fait et promets de suivre une thérapie. Nous pourrions essayer d'arranger ça, Manuel, mais tu dois faire le premier pas, c'est là que quelque chose a changé dans ma tête. Ce n'était pas, Manuel, tu me manques. Ce n'était pas, j'ai fait une erreur. C'était, Emma est prête à te pardonner. Comme si elle était une déesse accordant une faveur à un simple mortel. Comme si c'était à moi de remercier pour l'opportunité de m'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas ramper pour revenir. Je n'allais pas m'humilier. S'ils allaient détruire ma vie avec des mensonges, au moins, j'allais savoir pourquoi. J'allais chercher la vérité. L'hôtel où j'ai atterri était un trou à rats. $60 la nuit et ça sentait le tabac froid. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre car Sarah avait bloqué tous nos comptes communs. Je n'avais accès qu'à ma carte de crédit personnelle. Les premiers jours, je ne pouvais même pas manger. Je restais au lit, à regarder le plafond, en essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. J'ai appelé le travail pour me déclarer malade. Je ne pouvais pas expliquer ce qui s'était passé sans que ma voix ne se brise. Sarah m'envoyait des messages tout le temps. Ce n'était pas par inquiétude, mais avec un air de supériorité. J'espère que tu as réfléchi à ce que tu as fait, Manuel. Emma est dévastée. Quand tu seras prêt à t'excuser, nous pourrons parler. M'excuser. De quoi? D'avoir touché l'épaule d'une fille que j'avais élevée comme ma propre fille parce que j'étais inquiet pour elle. Mais le pire, c'était l'isolement. Sarah avait commencé à raconter sa version à tous nos amis. Ma belle-sœur m'a appelé pour me hurler que j'étais un porc. Les voisins me regardaient bizarrement quand je passais à la maison pour chercher d'autres vêtements. Au travail, certains collègues ont commencé à m'éviter. La rumeur se propageait comme une traînée de poudre. Manuel a touché sa belle-fille. Manuel est un agresseur. Manuel m'a toujours semblé bizarre. Une nuit,
j'étais si désespéré que j'ai sérieusement envisagé de faire ce que Sarah attendait, aller à la maison, m'agenouiller devant Emma et lui demander pardon pour quelque chose que je n'avais pas fait, lui dire que j'avais mal interprété la situation, que j'étais ivre, n'importe quel mensonge qui me permettrait de rentrer à la maison. J'ai composé le numéro de Sarah 3 fois cette nuit-là. Les 3 fois, j'ai raccroché avant que ça ne sonne. Je suis resté éveillé à me souvenir de choses que je n'avais pas voulu voir auparavant, comme quand Emma avait 15 ans et m'avait accusé de lui avoir crié dessus devant ses amis alors que je lui avais seulement demandé de baisser la musique. Sarah m'avait forcé à m'excuser auprès d'elle devant les filles. Ou quand Emma avait dit à Sarah que je l'avais mise mal à l'aise parce que je l'avais interrogée sur un garçon avec qui elle sortait. Sarah m'avait sermonné pendant 1 heure sur le respect de sa vie privée. Il y avait toujours quelque chose. C'était toujours moi qui avais tort. C'était toujours Emma la victime innocente. Mais il y avait aussi de bons souvenirs, et cela faisait encore plus mal. Emma a 6 ans me disant que j'étais le meilleur papa du monde. Emma a 10 ans me demandant de l'accompagner pour acheter son premier soutien-gorge parce qu'elle avait honte d'y aller avec Sarah. Emma, à 14 ans, pleurant dans mes bras quand sa grand-mère était morte. Cette fille m'avait aimé. À un moment donné, elle m'avait vraiment aimé. Que s'était-il passé? Le 10e jour, Sarah m'a envoyé un message différent. J'ai parlé avec Emma. Elle est prête à te pardonner si tu reconnais ce que tu as fait et promets de suivre une thérapie. Nous pourrions essayer d'arranger ça, Manuel, mais tu dois faire le premier pas, c'est là que quelque chose a changé dans ma tête. Ce n'était pas, Manuel, tu me manques. Ce n'était pas, j'ai fait une erreur. C'était, Emma est prête à te pardonner. Comme si elle était une déesse accordant une faveur à un simple mortel. Comme si c'était à moi de remercier pour l'opportunité de m'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas ramper pour revenir. Je n'allais pas m'humilier. S'ils allaient détruire ma vie avec des mensonges, au moins, j'allais savoir pourquoi. J'allais chercher la vérité. Au lieu de m'humilier, j'ai décidé de chercher une aide professionnelle. J'ai trouvé un psychologue qui avait des horaires en soirée et je lui ai raconté toute l'histoire. Au début, je pensais qu'il allait me juger, mais il m'a écouté sans m'interrompre. Manuel, m'a-t-il dit à la fin, ce que vous me racontez ne ressemble pas au comportement de quelqu'un de coupable. Les agresseurs nient, mais ils essaient aussi de se justifier. Vous ne comprenez même pas de quoi on vous accuse exactement. Cela m'a redonné un peu d'espoir. Au moins, quelqu'un ne pensait pas que j'étais fou. Mon frère Carlos a été le seul à me soutenir depuis le début. Il est venu à l'hôtel un soir avec de la bière et une pizza. Manuel, m'a-t-il dit, cette histoire pue. Emma a toujours été manipulatrice, depuis toute petite. Tu te souviens quand elle a accusé ton chien d'avoir cassé le vase de maman? Il avait raison. Emma avait eu des épisodes de mensonges depuis son enfance, mais Sarah les avait toujours justifiés comme de l'imagination ou des bêtises. Carlos m'a convaincu de parler à un avocat. Juste par précaution, m'a-t-il dit. Si Sarah décide de porter ça devant la justice, tu dois être préparé. L'avocat m'a expliqué la gravité de la situation. Manuel, les accusations d'abus sont parmi les choses les plus sérieuses qui existent. Même sans preuve physique, le témoignage d'un mineur peut ruiner votre vie. Documentez tout, chaque message, chaque interaction, chaque témoin. C'est là que j'ai commencé à prendre ça au sérieux, comme une enquête et non plus seulement comme un drame familial. J'ai contacté le conseiller d'orientation de l'école d'Emma. Je lui ai expliqué que j'étais son beau-père et que j'avais besoin de savoir si elle avait eu des problèmes de comportement. L'homme a d'abord été mal à l'aise, mais quand je lui ai expliqué la situation, il a changé de ton. Monsieur Manuel, m'a-t-il dit, Emma a eu plusieurs rapports disciplinaires cette année. Des problèmes d'attitude avec des professeurs masculins, spécifiquement. Il y a eu un incident avec le professeur d'éducation physique où elle a allégué un traitement inapproprié, mais quand nous avons enquêté, il s'est avéré qu'il lui avait seulement dit de mettre l'uniforme correct. Ça m'a fait l'effet d'une douche froide. Emma avait des antécédents de fausses accusations contre des figures d'autorité masculine. Un collègue de travail nommé Rodrigo, qui avait traversé un divorce compliqué, m'a donné une autre perspective. Manuel, m'a-t-il dit, les adolescents peuvent être cruels quand ils veulent quelque chose. Mon fils m'a accusé de choses horribles pendant le divorce parce qu'il savait que cela lui donnait du pouvoir sur sa mère. Mais ce qui m'a vraiment aidé à garder la tête froide, ce sont les séances de thérapie.
Le psychologue m'a aidé à surmonter le traumatisme d'être faussement accusé, mais aussi à voir des schémas que j'avais ignorés. Emma avait déjà montré un comportement manipulateur auparavant. Oui. Sarah avait toujours choisi de croire Emma plutôt que moi. Oui. J'avais normalisé le fait d'être le méchant de la famille. Tristement, oui. Pendant ce temps, Sarah continuait à m'envoyer des messages, s'attendant à ce que je craque. Manuel, je sais que tu traverses une période difficile, mais Emma a besoin que tu reconnaisses ton erreur. Nous ne pourrons pas guérir tant que tu n'assumeras pas tes responsabilités. Le mot « guérir » me faisait rire amèrement. Comment allions-nous guérir de quelque chose qui n'était jamais arrivé? Mais Sarah était si sûre que j'allais revenir en rampant qu'elle n'avait aucune idée de ce que je faisais. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, que je supplie son pardon, que j'accepte n'importe quelle condition pour rentrer à la maison. Elle ne savait pas que j'avais commencé à tout documenter et à poser des questions. Elle ne savait pas que j'avais trouvé le premier fil qui allait défaire le tissu de mensonges d'Emma. Le 28e jour, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Monsieur Herrera, l'ancien professeur de mathématiques d'Emma de l'année précédente. Manuel, m'a-t-il dit, j'ai appris ce qui s'est passé avec Emma. Je voulais vous parler parce qu'elle a essayé quelque chose de similaire avec moi il y a 2 ans. Je n'en revenais pas. Je lui ai demandé de nous rencontrer dans un café loin du quartier. L'homme est arrivé nerveux, mais décidé à raconter son histoire. Emma a inventé que je l'avais touché de manière inappropriée après les cours, m'a-t-il expliqué. Elle a dit que je lui avais mis la main sur la jambe en lui expliquant un problème de maths. C'était complètement faux, mais l'école m'a immédiatement muté pour éviter les problèmes. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé son mensonge? Lui ai-je demandé. Parce que personne ne m'aurait cru, a-t-il répondu. La parole d'un homme adulte contre celle d'une mineure. Ça ne valait pas le coup de ruiner ma carrière en me battant. C'était plus simple d'accepter la mutation. Il m'a raconté autre chose qui m'a glacé le sang. Emma disait toujours qu'elle détestait avoir un beau-père. Elle disait que son père biologique était génial et que quand elle serait grande, elle irait vivre avec lui, qu'elle en avait marre qu'un étranger essaie de lui donner des ordres chez elle. Là, j'ai tout compris. Emma ne me détestait pas parce que j'étais un agresseur. Elle me détestait parce que j'étais un obstacle entre elle et son fantasme de vivre avec son père biologique. J'ai discrètement recontacté le conseiller d'orientation et je l'ai interrogé spécifiquement sur l'incident avec le professeur d'éducation physique. Il s'est avéré qu'il y avait eu d'autres cas. Emma avait déposé 3 plaintes contre des professeurs masculins en 2 ans, toutes pour traitement inapproprié, qui, après enquête, se sont révélés être des malentendus ou des exagérations. Il y avait un schéma. Emma utilisait les accusations sexuelles comme une arme contre toute figure d'autorité masculine qui ne lui plaisait pas. J'ai obtenu des copies des rapports officiels. Dans l'un, il était écrit que le professeur d'histoire l'avait regardé bizarrement. Dans un autre, que le concierge lui avait fait un commentaire sur son corps alors qu'il lui avait seulement dit de ramasser les déchets qu'elle avait jetés. Chaque rapport avait été classé sans suite, mais était resté dans son dossier comme des incidents mineurs. Le conseiller m'a avoué quelque chose de plus. Manuel, honnêtement, Emma a une réputation parmi les professeurs. Nous savons qu'elle exagère les choses, mais nous ne pouvons pas ignorer les plaintes d'une mineure. C'est une situation très délicate. Pendant que je rassemblais ces informations, Sarah attendait toujours que je cède. Ses messages devenaient plus insistants. Manuel, plus de 3 semaines ont passé. Emma commence à voir que tu ne prends pas tes responsabilités. Ça affecte son estime de soi. Jusqu'à quand vas-tu être aussi égoïste? L'ironie était incroyable. J'étais égoïste de ne pas avouer ma culpabilité pour quelque chose que je n'avais pas fait. Mais le plus révélateur est venu quand j'ai parlé au frère aîné de Sarah. Nous avions toujours eu une bonne relation et j'ai décidé de lui donner ma version des faits. Après m'avoir écouté, il m'a dit, Manuel, Emma a toujours été conflictuelle. Quand elle était petite, elle rejetait la faute sur les autres enfants. Elle cassait quelque chose et disait que c'était son cousin. Elle mangeait quelque chose et accusait sa sœur. Sarah la défendait toujours en disant que c'était parce qu'elle se sentait abandonnée par son père. Mais tu n'as jamais cru que ça pouvait dégénérer en accusations sérieuses, lui ai-je demandé. Si, ça m'inquiétait, a-t-il répondu. Emma a appris depuis son plus jeune âge que si elle pleurait et accusait quelqu'un d'autre, Sarah la croirait automatiquement. Ce n'était qu'une question de temps avant que les mensonges ne deviennent plus gros. Pour la première fois depuis des semaines,
j'ai senti que je n'étais pas fou. Il y avait un schéma de comportement qui remontait à des années. Emma avait perfectionné l'art de la manipulation et Sarah avait été sa complice involontaire toute sa vie. Le 42e jour, il m'est arrivé quelque chose d'inattendu. Je faisais des courses au supermarché quand une jeune fille s'est approchée de moi. C'était Jessica, la meilleure amie d'Emma. « Monsieur Manuel », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante, « il faut que je vous parle. Je sais ce qui s'est passé et je ne peux plus me taire. » Nous nous sommes assis à la cafétéria du supermarché et Jessica m'a raconté quelque chose qui m'a fendu le cœur. Emma lui avait avoué qu'elle avait tout inventé, qu'elle voulait se débarrasser de moi pour pouvoir aller vivre avec son père biologique. Emma m'a dit textuellement que ça avait été très facile, m'a expliqué Jessica. Qu'elle avait juste eu à pleurer un peu et que sa mère était devenue folle contre vous. Elle riait en me racontant comment elle l'avait trompée. « Tu as des preuves de ça ?» lui ai-je demandé, en essayant de garder mon calme. Jessica a sorti son téléphone et m'a montré des messages WhatsApp. C'était bien Emma qui écrivait des choses comme « J'ai presque réussi à faire virer le vieux par ma mère, et mon père me laissera vivre avec lui quand je serai débarrassé de Manuel. » Mais le message qui m'a le plus choqué disait « Je lui ai dit qu'il m'avait touché et ma mère l'a cru sur le champ. » C'est trop facile de la manipuler quand il s'agit de moi. « Pourquoi tu me montres ça ?» ai-je demandé à Jessica. « Parce que ce n'est pas bien, » m'a-t-elle répondu, les larmes aux yeux. « Vous avez toujours été gentil avec moi quand je venais chez vous. Emma m'a raconté que vous l'avez élevée depuis qu'elle est petite et que vous l'aimez comme votre propre fille. Ce qu'elle a fait est mal. » Jessica m'a expliqué qu'Emma planifiait ça depuis que son père avait refait surface. Elle avait semé de petits mensonges pendant des mois pour préparer le terrain. « Serais-tu prête à dire la vérité à Sarah ?» lui ai-je demandé. « J'ai peur » m'a-t-elle dit. « Mais oui, il faut que ça s'arrête. » Jessica a contacté d'autres amis d'Emma qui connaissaient aussi la vérité. Il s'est avéré qu'Emma s'était vantée auprès de plusieurs filles de l'intelligence avec laquelle elle avait manipulé la situation. L'une d'elles, Camilla, m'a montré un autre message où Emma écrivait « Ma mère est tellement stupide qu'elle croit tout ce que je lui dis. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. » J'ai commencé à organiser méticuleusement toutes les preuves, les rapports scolaires, les témoignages des professeurs, les messages WhatsApp, les déclarations des amis, le tout classé par ordre chronologique. Pendant ce temps, Sarah attendait toujours que je rentre pour revenir. Ces messages étaient devenus plus confus. « Manuel, je ne comprends pas pourquoi tu continues d'être aussi orgueilleux. Emma commence à se demander si tu tiens vraiment à elle. Tu ne vas pas assumer ?» L'ironie me tuait. Sarah ne pouvait pas comprendre pourquoi je ne la suppliais pas de me pardonner. Dans sa tête, c'était simple, j'avais fait quelque chose de mal, Emma était la victime, et il était naturel que je m'humilie en demandant une seconde chance. Elle n'avait aucune idée que j'avais passé cette semaine à rassembler des preuves que sa précieuse fille était une menteuse manipulatrice. Le 50e jour, j'ai décidé que j'en avais assez. J'avais des témoignages de professionnels, des rapports officiels, des messages incriminants et des témoins prêts à parler. Sarah avait attendu patiemment que je craque et que je vienne la supplier de me reprendre. Elle avait fantasmé sur le moment où je m'agenouillerais devant Emma pour lui demander pardon. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que lorsque je viendrais enfin la voir, elle ne trouverait pas un homme désespéré et repentant. Elle trouverait quelqu'un qui avait la vérité, complète et documentée, et qui tenait un dossier avec les papiers du divorce déjà prêts. Sarah est apparue à mon appartement un samedi matin de la 8e semaine. Elle n'avait pas prévenu, elle a simplement frappé à la porte comme si c'était son droit. Quand j'ai ouvert, je l'ai vue exactement comme je l'avais imaginé. Elle était venue prête à me pardonner. Elle arborait cette expression de supériorité morale que je connaissais si bien. « Manuel », m'a-t-elle dit en entrant sans y être invitée, « je sais que tu as eu le temps de réfléchir à tout ça. Nous pouvons arranger les choses si tu es prêt à assumer tes responsabilités. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé la porte et lui ai montré la table où un épais dossier l'attendait. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre, Sarah, lui ai-je dit, tu dois voir ça. » Elle a regardé le dossier avec mépris. « Manuel, je ne vais pas examiner les excuses que tu as pu inventer. Emma m'a raconté exactement ce qui s'est passé. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu reconnaisses ton erreur et que tu promettes de suivre une thérapie. Assieds-toi, lui ai-je dit avec un calme qui m'a moi-même surpris. Quelque chose dans mon ton l'a fait obéir. Sarah s'est assise et j'ai poussé le dossier vers elle. Ça, ce sont les rapports scolaires d'Emma des 2 dernières années,
ai-je expliqué. 3 fausses accusations contre des professeurs masculins, toutes classées sans suite après enquête. Sarah a ouvert le dossier avec un air agacé, mais à mesure qu'elle lisait, son expression a changé. « Ça ne peut pas être vrai », a-t-elle murmuré. « Continue de lire, lui ai-je dit. » Je lui ai montré les témoignages du professeur Herrera et du conseiller d'orientation, leurs déclarations détaillées sur le schéma de comportement d'Emma, les plaintes inventées, les exagérations constantes. Sarah continuait de secouer la tête. Ces hommes te couvrent. Ils inventent ça pour te protéger. C'est alors que je suis arrivé à la partie qui, je le savais, allait la détruire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait jouer un enregistrement audio de WhatsApp que Jessica m'avait envoyé. C'était Emma qui parlait à ses amis, sa voix claire et fière, je lui ai dit qu'il m'avait touché et ma mère l'a cru sur le champ. C'est super facile de la manipuler quand il s'agit de moi. J'ai presque réussi à faire virer le vieux pour pouvoir aller vivre avec mon père. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sarah fixait le téléphone comme si c'était une bombe. Ça ne peut pas être réel, a-t-elle chuchoté. Il y en a d'autres, lui ai-je dit, et j'ai fait jouer un autre audio où Emma riait en racontant à ses amis à quel point sa mère était stupide de tout croire. Sarah est devenue blême. Ses mains tremblaient tandis qu'elle continuait d'écouter sa fille se moquer d'elle et avouer qu'elle avait inventé l'accusation. Je ne comprends pas, répétait-elle sans cesse. Emma ne ferait pas ça. Emma ne me mentirait pas comme ça. Je lui ai montré les messages textes où Emma planifiait de partir avec son père biologique, où elle parlait de se débarrasser de l'obstacle, où elle se vantait de la facilité avec laquelle elle avait manipulé toute la situation. Quand j'ai fini de présenter toutes les preuves, Sarah pleurait en silence. Il faut que je parle à Emma, m'a-t-elle dit d'une voix brisée. Fais-le, ai-je répondu. Mais avant de partir, il y a autre chose. J'ai sorti un autre dossier, plus mince, de mon bureau. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Les papiers du divorce, ai-je dit. Ils sont déjà prêts, il ne manque que ta signature. Sarah m'a regardé comme si je l'avais giflé. Manuel, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons suivre une thérapie familiale. Je l'ai interrompu. Non. On ne peut pas réparer 11 ans passés à choisir de croire une menteuse manipulatrice plutôt que ton mari. On ne peut pas réparer le fait que tu m'aies mis à la porte de ma propre maison sans même écouter ma version. On ne peut pas réparer le fait que tu aies préféré m'humilier plutôt que de chercher la vérité. Mais Emma n'est qu'une enfant, a-t-elle murmuré. Emma est une adolescente qui a appris qu'elle pouvait détruire des vies avec des mensonges parce que sa mère la croirait toujours, ai-je dit. Et c'est toi qui le lui as appris. Sarah est partie en pleurant, avec toutes les preuves entre les mains. 3 heures plus tard, elle m'a appelé depuis sa voiture. Tu avais raison, m'a-t-elle dit, la voix brisée. Emma a tout avoué. Elle m'a dit que ça n'avait plus d'importance de toute façon, parce que j'allais la choisir, elle. C'était déjà trop tard. 1 an et demi s'est écoulé depuis cette nuit à l'hôtel. Sarah a signé les papiers du divorce 3 jours après avoir entendu les aveux d'Emma. Emma est partie vivre avec son père biologique, Marc, 2 mois plus tard. Elle a tenu exactement 4 mois avant qu'il n'en ait assez de ses manipulations et ne la renvoie chez Sarah. Il s'avère que Marc n'était pas le père parfait qu'Emma avait fantasmé. C'était un homme qui avait abandonné sa fille une fois et qui n'a eu aucun problème à le faire une seconde fois quand elle est devenue un inconvénient. Maintenant, Sarah vit seule avec Emma et on m'a dit que leur relation est brisée. Emma a perdu son pouvoir de manipulation car Sarah ne la croit plus automatiquement. La dynamique qui avait fonctionné pendant des années s'est brisée pour toujours. Moi, je vais bien. J'ai suivi une thérapie qui m'a aidé à surmonter tout ça. J'ai une nouvelle relation avec une femme qui a des enfants adolescents et qui comprend à quel point les familles recomposées peuvent être compliquées. Je ne déteste pas Emma. C'était une adolescente qui a appris à utiliser les mensonges comme un outil de pouvoir. Mais je déteste que Sarah ne m'ait jamais assez connue pour douter d'une accusation aussi grave. Parfois, les personnes que vous aimez le plus sont celles qui vous connaissent le moins. Faites confiance à votre instinct. Cherchez une aide professionnelle. La vérité finit toujours par éclater, et il est juste de s'éloigner de ceux qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur.